Cette idéologie s'appuie sur des concepts d'hygiène raciale cautionnés par beaucoup de vos confrères. Elle affirme qu'il existe une hiérarchie entre les êtres humains et que cette hiérarchie a un fondement biologique. Herr Professor, Aufnahme! Geht's los? Ja, jetzt scheint er ja langsam ranzukommen. Ce qui rendrait les juifs juifs, les tziganes tziganes, les asociaux asociaux et les malades mentaux résideraient dans le sang et donc dans les gènes. Tous ces groupes de personnes, et d'autres encore, seraient inférieurs. Partant de ce principe pseudo-scientifique, et afin d'éviter la contamination par ces êtres inférieurs, les nazis élaborent un plan dont la première étape sera la stérilisation. Dès juillet 1933 est promulguée la loi qui permet la stérilisation forcée dans les cas de débilité mentale innée, de schizophrénie, de troubles mentaux cycliques, d'épilepsie, de danse de Saint-Guy, de cécité, de surdité, de déformation corporelle grave et d'alcoolisme sévère. La loi de stérilisation conduit à l'examen de quelques 20% de la population. La malédiction de gènes malades anéantit le bonheur de familles entières. 2 frères issus d'une lignée de dégénérés. 3 sœurs, dont 2 jumelles, toutes 3 dégénérées. Les dégénérés ne sont capables de donner la vie qu'à des semblables. Le père et la fille. La mère et le fils. Les dégénérés se reproduisent sans vergogne. Leur progéniture, le plus souvent des fous, des criminels, des prostituées. La stérilisation leur permet de ne pas transmettre leur misère à d'innocents enfants. Nous voulons un peuple fort et génétiquement sain. Dans les hôpitaux psychiatriques comme celui où vous travaillez, des tournages sont organisés autour des cas physiques les plus spectaculaires. Les personnes sont filmées et éclairées de manière à susciter chez le spectateur un sentiment d'effroi. À force de propagande, l'opinion publique devient hostile aux handicapés. Acculés à la honte, les parents finissent par se sentir coupables d'avoir donné naissance à un enfant anormal, véritable erreur de la nature. Les nazis considèrent la maladie comme le symptôme d'une discipline sociale insuffisante et comme un manque de dévouement à la communauté. La société est présentée comme un organisme vivant qui doit être protégé des parasites et des cellules cancéreuses. La communauté du peuple doit être pure pour pouvoir atteindre l'objectif ultime, préserver la race des seigneurs. Avec le slogan « Vous devez être en bonne santé pour le peuple et pour l'État ». Avec leur obsession de la jeunesse, de la santé et du travail, les nazis font de la maladie un crime. Le Troisième Reich n'a besoin que d'enfants en bonne santé. Cette famille de dégénérés a coûté 153 000 Reichsmark à l'État. 10 200, 13 800, 29 016, 30 800, 62 300, 86 450%, 112 millions, 1,2 milliard. Avons-nous le droit de léguer un tel fardeau aux générations futures? Les nazis passent à la phase suivante de leur plan d'éradication. Au printemps 1939,
Hitler ordonne la mise en place d'une opération d'élimination des malades physiques et mentaux. L'opération doit absolument rester secrète. Hitler en confie l'organisation à son médecin personnel Karl Brandt et à Philippe Bouhler, chef de la chancellerie, qui délègue à son tour la planification à son bras droit, le fonctionnaire Victor Brack. Celui-ci estime à 70 000 le nombre de personnes à éliminer. En août 1939 est créée une structure administrative en charge de cette opération. On lui donne le nom de Fondation caritative des soins en institution. Elle est installée à Berlin dans une villa confisquée à une famille juive au Tiergartenstraße 4, d'où le nom de code T4 donné à cette opération d'élimination. L'opération T4 prend de l'ampleur. Le centre de mise à mort d'Artheim en Autriche est mis en fonction en mai 1940. Le mois suivant, ce sera le tour de celui de Pirna-Sonnenstein. À la fin de l'année, le nombre total d'employés de l'opération T4 à Berlin et dans les centres de gazage s'élève à 500 personnes. On embauche un nouveau comptable. Celui-ci fait en sorte que l'opération T4 s'autofinance et que l'élimination en masse dans les centres de gazage devienne une entreprise extrêmement rentable. Il met au point un système sophistiqué de manipulation des comptes dans lequel les victimes gazées et incinérées sont maintenues en vie sur le plan administratif. La mort des patients n'est annoncée qu'après plusieurs semaines, voire des mois, durant lesquels les proches et les organismes sociaux qui ne soupçonnent rien continuent à payer pour des patients déjà réduits en cendres. En un an, ce système rapporte à l'opération T4 entre 6 et 8 millions de Reichsmark. Le comptable prend également en charge la gestion des biens appartenant aux victimes, dont la part la plus lucrative sont les prothèses dentaires en or, qui peuvent être fondues et recyclées en lingots commercialisables. Une partie de l'or sert pour les dents du personnel de T4. Au cours des 10 mois où l'ancienne prison de Brandenburg servit de centre de gazage, il y eut 9 772 victimes. Lorsque les autobus venaient chercher les patients pour les conduire à Brandenburg, beaucoup paniquaient. Nombreux étaient ceux qui montaient dedans en étant conscients de ce qui les attendait. Certains faisaient des adieux déchirants à leurs infirmières. « Bonne chance, nous ne reviendrons pas. » Ou « Nous nous reverrons au ciel. » D'autres demandaient au personnel du convoi « Pensez-vous vraiment que nous soyons si stupides? Nous savons bien que c'est un autobus de la mort. » Certains patients se débattaient en hurlant « Je veux vivre, je veux vivre ». Ils étaient menottés et réduits au silence par une injection de tranquillisants. Ce qui se passait ensuite dans les chambres à gaz était peut-être inodore, mais ça n'avait rien d'indolore. En décembre 1940, après 10 mois de fonctionnement, le centre de mise à mort de Brandenburg est fermé. Pourquoi cette fermeture? Est-ce à cause de la fine couche de graisse humaine qui couvre les vitres et les rebords des fenêtres des maisons situées près de la prison? Est-ce à cause de la déplaisante odeur de chair qui revient par temps nuageux? À cause des touffes de cheveux roussis qui flottent souvent dans les rues de Brandenburg? Est-ce parce que la rumeur d'ablation de cerveau s'amplifie? Ou est-ce parce que, comme à Grafenegg, il n'y a plus personne à tuer dans cette région? Lorsque Brandenburg ferme, la majeure partie du personnel, soit une centaine de personnes, est transférée dans le nouveau centre qui s'ouvre à Bernburg, dans le sud-ouest de Berlin. Grafenegg ferme. Un autre centre s'ouvre à Hadamar. Le docteur Eberl et le docteur Bunke continuent de prélever des cerveaux pour votre collection.